Bonjour et bienvenue dans ce mémoire de recherche appliquée. Je m'appelle Julie Met et je suis étudiante à l'INSEC en Master 2 Communication, Publicité et Stratégie Digitale dans la promotion 2019-2020. Sur ce, commençons, je vous souhaite un bon visionnage. Depuis toujours, je regarde énormément de vidéos en ligne. Grâce au début des vidéos tutoriels beauté sur YouTube, j'ai pu regarder gratuitement et apprendre ma passion. Grâce à ma passion et mon engouement pour la communication et le marketing, mon choix s'est tourné vers la vidéo et la communication. Avec toutes mes connaissances en communication digitale et mes recherches, j'en ai établi la problématique suivante. Dans quelle mesure la vidéo est devenue un support incontournable d'une stratégie de communication ? Malgré que je vous ai parlé de mes hypothèses dans ma première partie, j'aimerais avec vous les réénoncer. Dans ce chapitre, nous verrons quels formats sont le plus utilisés selon les réseaux sociaux, mais aussi les différents types de contenus existants. Quand on pense mobile, on pense aussi aux applications de réseaux sociaux. Ces derniers ont rendu la vidéo plus sociale et ont imposé de nouveaux formats. Du côté des plateformes, comme Facebook, Snapchat et Instagram, ils concentrent à eux seuls plus de 20% du temps passé sur le mobile selon Fulry Analytics. Ces applications partagent le même business model publicitaire que YouTube, à savoir vendre votre temps de cerveau disponible aux marques. En 2014, ces applications intègrent massivement des vidéos au sein de leur contenu en signant notamment des partenariats avec des grands éditeurs médias ou alors en favorisant la découverte de vidéos natives au sein de leurs algorithmes de recommandation. Avec la montée en puissance du phénomène des youtubeurs et les médias journalistiques à la brute, des formats de communication vidéo authentiques ont émergé sur Internet, ce qui rend le spectateur acteur de la vidéo. Aujourd'hui, il est primordial de faire attention au mode, style et format. Il est donc important de rester dans l'air du temps et d'ancrer sa communication d'une entreprise dans une culture actuelle. Selon la stratégie de diffusion, que ce soit les messages ou les habitudes de communication, la durée de la vidéo ne sera pas la même. Pour exemple, vidéo YouTube, il est recommandé qu'elle dure environ 10 minutes. Pour se manifester, les éditeurs ont dû prendre en compte des contraintes liées aux plateformes, telles que par exemple le format carré ou le format vertical, et l'ajout des sous-titres pour être compris du coup même sans son. Nous allons donc voir les formats sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, différents formats sont disponibles selon un thème abordé, par exemple des témoignages, des animations, des comédies, des vidéos interactives. C'est ce qui conclut la partie sur le format vidéo. Le sujet étant très vaste, je n'ai malheureusement pas pu tout aborder. Néanmoins, je vous ai dit l'essentiel afin de répondre à la problématique de ce mémoire de fin d'études. Premièrement, je voudrais vous parler du psychologue allemand Hermann Emmenghaus et son hypothèse sur ce qu'il appelle la courbe de l'oubli. En effet, en 1885, le psychologue a étudié la vitesse à laquelle on a tendance à oublier les choses, que ce soit de l'apprentissage, de la lecture ou encore du visionnage. Après, il va encore aussi démontrer que plus la mémoire de la personne est forte, moins elle a tendance à oublier les choses. Tout d'abord, diffuser une vidéo sur Internet permet de pouvoir capter plus facilement l'attention de votre audience. En effet, si vous utilisez une communication sous forme textuelle ou graphique, votre audience sera moins soucieuse de ce que vous exposez. Aujourd'hui, la vidéo est le moyen le plus adapté pour répondre à la jeune génération et aussi en fait toutes les personnes qui possèdent un téléphone portable. Sur Internet, on a tendance à analyser de façon brève l'information. Effectivement, 70% des internautes ne vont jamais regarder sous la ligne de flottaison de leur écran. Alors pour la définition de la ligne de flottaison, c'est tout simplement une ligne horizontale qui est séparée en deux parties. La première concerne en fait la partie visible qui est vue de l'internaute et la partie inférieure est celle qui n'est pas visible sur une page web. Pour que l'internaute puisse y accéder, il est censé scroller pour descendre sous la ligne de flottaison. Lorsqu'un internaute lance volontairement une vidéo d'1 minute, on sait qu'il ira jusqu'au bout de celle-ci dans plus de 60% des cas. À présent, nous allons parler de bêta-mémorisation. Ce phénomène définit le pourcentage d'individus capables de mémoriser un message pour sa diffusion. Pour qu'une audience retienne un message, il faut le répéter plusieurs fois en comprenant un intervalle et de manière différente. Par exemple, c'est le cas pour les pré-rolls de publicité tels que les jeux mobiles. Selon les chercheurs canadiens spécialisés dans l'application à l'éducation, des TIC,
donc technologie de l'information et de la communication, Thierry Karsanti a entériné grâce à son expérience des résultats avérés par la psychologie cognitive. En effet, il a pu observer que les apprenants retiennent 10% de ce qu'ils lisent, 20% de ce qu'ils entendent, 30% de ce qu'ils voient et 50% de ce qu'ils voient et entendent. Donc moi, je sais que j'aime beaucoup mettre énormément d'illustrations, que ça provienne de vidéos sur Internet, de trailers de films, de banques d'images. Parce que ça me permet aussi de faire passer des références à moi que j'aime bien. Ça me permet d'avoir une esthétique que je trouve plutôt cool. C'est-à-dire que voilà, ma vidéo, t'as pas 5 secondes qui s'écoulent sans que t'aies quelque chose de nouveau et de frais qui t'arrive à l'œil. Donc ça a un double effet. Le premier, c'est qu'effectivement, avoir une image qui soutient mon propos audio, ça va permettre effectivement d'aider à la compréhension de ce que je suis en train de dire d'une certaine façon. Et en plus de ça, ça crée une esthétique, ça crée une dynamique, un rythme qui fait que les gens vont potentiellement rester plus longtemps que si c'est juste ma gueule qui parle pendant 10 minutes d'un sujet. Et il y a un truc qu'on dit souvent dans le milieu de la vidéo, c'est qu'il y a 3 écritures quand tu fais une vidéo. Il y a donc l'écriture du script, la première, le tournage, la manière dont tu vas le jouer, la manière dont tu vas parler, c'est quelque part une deuxième forme d'écriture. Et la troisième, c'est le montage. C'est comme une recette de gâteau, tu as les ingrédients, tu as comment tu les prépares, et puis, tu vois, avoir des images qui collent à ton propos, ça aide à rythmer la vidéo, à créer une esthétique et à aider à la compréhension de ce que tu dis en plus. Dans cette partie du chapitre, on va s'intéresser aux effets vidéo. Une vidéo ne peut pas être trop longue et sans intérêt, elle ne doit pas non plus être trop courte et manquer d'informations. Alors, petit détour sur les effets de vidéo, qu'est-ce que c'est? Ce sont des techniques utilisées pour créer une illusion, donc ça peut être l'environnement, un personnage, un objet, etc. Georges Méliès en est le précurseur dans les années 1895 avec son premier film de science-fiction au monde qui s'intitule Le voyage dans la lune. En règle générale, le cerveau humain a tendance à s'ennuyer rapidement, donc il est primordial d'ajouter un petit peu de rythme à la vidéo en ajoutant plusieurs plans. Néanmoins, il n'est pas pour autant obligatoire d'ajouter à une vidéo une ribambelle de plans ou encore d'effets spéciaux. Afin qu'une vidéo ait du sens, il ne faut pas négliger la réflexion de celle-ci. Il est également possible de parsemer la vidéo de plusieurs plans, ralentis ou accélérés, qui offrira plus de dynamisme à la vidéo. Donc il faut trouver un certain équilibre sur les effets vidéo pour que celle-ci soit regardée et appréciée par l'audience. Moi, la manière dont je vais gérer ce que tu appelles mes transitions, mes effets, etc., est ultra propre à moi parce que je suis ultra chiant sur l'esthétique, j'ai envie que ça ait de la gueule, je mise beaucoup là-dessus, j'ai envie que ce soit ultra rythmé, j'ai envie de plein de choses. Même moi, en fait, j'ai envie de me faire kiffer en testant toujours plus d'effets, en testant toujours plus de montage dans le montage. Enfin, bref, c'est un kiff aussi que je me fais. Mais il y en a qui en ont juste pas besoin. Mon esthétique, moi, vient servir mon propos. Et puis, Marine, ça va être la même chose, mais dans une dimension beaucoup plus légère. Elle, comme c'est un truc divertissant, tu te fais pas chier, tu as l'impression que c'est ta pote. Mais littéralement, elle peut filmer ça avec un iPhone et faire 3 cuts. Ça marchera aussi bien, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment l'écriture et le montage, c'est vraiment propre à chacun en fonction de l'ambiance qu'il veut dégager de sa vidéo et le propos de sa vidéo. La musique, parce que c'est en vrai un des vecteurs d'émotion le plus fort dans une vidéo. Enfin, tu sais, c'est des trucs vraiment que j'essaie d'avoir très urbain, très froid, très informatique, parce que ça sert en fait le propos de ma chaîne, quoi. Parmi les milliers d'effets possibles, l'un des indémodables reste le zoom in, qui signifie avancer, et le zoom out, qui signifie reculer. Concernant d'autres effets, on retrouve généralement l'option masque, qui permet de générer des transitions ou des effets esthétiques tels que dans Limitless. En particulier dans le cas des vidéos qu'on fait, qui sont des vidéos au final assez courtes, puisqu'on est sur des formats qui font maximum 30 secondes. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que s'il y a de la musique, pour moi, il faut que l'image soit rythmée avec la musique. Ça permet en fait de justifier certains changements de plan. Ça permet aussi de donner un côté beaucoup plus dramatique à ce que tu es en train de montrer. Donc du coup, l'utilisation de la musique elle est super importante. D'ailleurs, souvent, on travaille en fait en premier, on réfléchit à un concept de vidéo, ensuite on trouve la musique, ensuite je capture et ensuite je monte. Je vais du coup commencer à sélectionner dans les plans que j'ai gardés, donc à agencer le montage, en racontant une histoire en fait. Donc comme c'est souvent sur des événements, du coup donc je le fais sur la chronologie de l'événement. Et une fois que les rushs sont associés à la musique, je vais rajouter du sound design pour vraiment immerger dans la vidéo. Ajouter une espèce de dimension en plus dans le son, parce que le son joue beaucoup aussi, il n'y a pas que l'image. Donc je ne rentrerai pas dans les détails sur les effets de vidéo, tout simplement parce que ce n'est pas le but de ce mémoire de fin d'études. Dans ce chapitre, j'aimerais qu'on aborde ensemble le storytelling. Donc, c'est une méthode de communication basée sur l'art de savoir narrer une histoire à une audience cible pour transmettre son message.
Le terme storytelling vient du théoricien Steve Denning. Cette technique aurait connu le jour aux États-Unis dans les années 1990. De nos jours, le storytelling est adapté à beaucoup de secteurs d'activité. En effet, nous nous trouvons aujourd'hui dans un monde où la surinformation est constante. Selon Media Dynamics, il s'avère qu'en moyenne, nous sommes exposés à 362 messages publicitaires par jour. De plus, il devient très difficile de capter leur attention. C'est pourquoi le storytelling facilite l'attention, en plus de faire passer un message de manière subtile à travers une histoire. En effet, selon Hagen Schulze, un historien, 80% d'entre nous considèrent que le storytelling est l'élément le plus notable d'un contenu efficace. Le storytelling est donc un pouvoir permettant de capter et de retenir l'attention de celui qui reçoit l'histoire, mais d'autre part, de créer des liens émotionnels avec les expériences du destinataire. Via toutes les infos que je vais te donner, via la manière dont j'ai écrit, via la manière dont j'ai monté, je veux que tu aies appris des trucs qui t'amènent à réfléchir. Et via mon ton, via la musique, via éventuellement des vannes que je vais faire, via éventuellement des métaphores, des parallèles, etc. Et ben, tu sois aussi dans un truc de ah ok, putain, en fait, j'ai ressenti un truc aussi quand il en parlait. Et si tu regardes mes dernières vidéos, ce qui est très rigolo, c'est que il y a, et c'est notamment beaucoup joué par la musique, il y a un rythme qui s'installe et qui, à la fin, vient très souvent se calmer avec des musiques beaucoup plus lentes que les autres. Souvent, il y a du piano, etc. Donc, par exemple, les dernières musiques ont souvent, dans mes vidéos, ce rôle de venir calmer le jeu, venir t'amener à préparer la réflexion d'après la vidéo. La vidéo, c'est un peu une des formes d'art, entre guillemets, ultime, parce qu'il y a, ça regroupe la musique, l'image, l'écrit, etc., etc. Donc, en fait, c'est le format via lequel tu peux le plus facilement jouer sur différents piliers, à savoir ce que je te disais, écrit, musique, etc., propos, là, pour susciter de l'émotion. Donc en fait, la vidéo, c'est contrairement à juste un texte ou juste une image ou juste une musique, c'est vraiment là où tu vas pouvoir faire passer énormément de messages avec énormément d'émotions en très peu de temps parce que tu vas pouvoir jouer sur plein de piliers différents. Enfin, comme vu avec la courbe d'oubli du psychologue allemand Hermann Ebbinghaus, il est possible grâce aux histoires d'améliorer le taux d'oubli. Effectivement, votre message a 20 fois plus de chances d'être retenu s'il est raconté sous forme d'histoire. Donc voici une liste non exhaustive des avantages. Par le biais du marketing, on a créé en fait un espèce d'univers à l'intérieur du jeu qui n'existe pas en fait de base, mais qui a été créé uniquement par le marketing en fait. À ne pas oublier que la vidéo doit susciter chez l'interlocuteur une connexion émotionnelle qui se rapproche d'une émotion positive. Cette émotion est indispensable car elle peut faire naître la différence entre une entreprise et ses concurrents. L'une des qualités appréciées du storytelling est bel et bien l'inbound marketing. En effet, il est bien plus pertinent que votre audience aille d'elle-même chercher quelque chose sur votre marque plutôt que l'inverse avec la surconsommation tout le temps de publicité. Après que l'entreprise ait lancé la campagne, il est fondamental de mesurer l'impact et l'efficacité de celle-ci. Grâce au nombre de likes, de partages, de commentaires, elle pourra évaluer les retours qu'elle suscite. On appelle cela les vanity metrics. Cet indicateur de performance permet de mesurer en plus de ce que j'ai annoncé, le taux de clic, le taux de rebond, le nombre d'impressions, le nombre de taux de conversion et le taux d'engagement. Attention, il ne faut pas se fixer qu'aux vanity metrics, mais surtout sur les KPI que la vidéo génère. Alors dans le chapitre 1, j'ai vraiment tenu à mettre aussi l'expérience client dans ce chapitre parce que l'expérience client, elle est au cœur des stratégies, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit physique. Actuellement, les internautes se servent de différents canaux afin de s'informer sur une marque précise. Dans un premier temps, j'aimerais évoquer avec vous les actions mobiles. 21% des internautes âgés entre 16 et 64 ans visionnent un contenu sur la télévision en les diffusant à partir de son smartphone. On remarque par ailleurs sur YouTube que beaucoup de spectateurs s'y rendent afin de chercher des réponses à leurs questions. Ces recherches sont faites soit directement sur leur navigateur ou alors via des plateformes directement. Cela permet aux consommateurs de voir sur tous les angles les futurs produits ou services qu'ils acquerront. Enfin, du côté des créateurs de contenu, ils peuvent connaître le parcours type de leurs utilisateurs. C'est côté sombre, sites comme Google et tout, et de la data. Mais du coup, nous, en fait, on peut tout voir derrière. On peut vraiment tout voir. Ce que je te disais, l'âge des gens, d'où ils viennent, par quel téléphone ils ont regardé, si c'est un iPhone 5, si c'est un Android. Ah oui, mais tout. Quand je dis tout, on peut tout savoir. Si ça a été regardé sur des PS4 et si jamais les gens qui regardent sur PS4, est-ce qu'en moyenne, ils regardent plus que les gens qui regardent sur téléphone? Enfin, on peut tout savoir. Donc, en fait, YouTube, aussi bien du côté créateur, donc nous, de ce qu'on peut voir des statistiques, que du côté viewer, donc c'est-à-dire ce que toi tu vois et donc le front-end du site, ils tendent à s'améliorer tout le temps. Et moi, pour perso, je trouve que la manière dont le site est construit est très bien foutu. Même pour choisir mon matériel vidéo ou photo, je regarde des tonnes de vidéos, des tonnes de comparaisons. Et forcément, celui qui fera une vidéo plus vendeuse que l'autre, ça va influencer dans mes choix.
On peut donc conclure, avec tout ce qu'on a vu, que les formats vidéo et les différents types de contenus existants ont été améliorés en utilisant le storytelling et l'équilibre des vidéos dans l'optique de développer le taux de mémorisation. En effet, il est nettement plus facile de retenir une vidéo avec la vue, l'ouïe et un soupçon de storytelling pour ajouter des émotions. Enfin, ajouter du rythme tout en gardant un équilibre avec des effets vidéo rendra cette dernière impactante auprès des internautes. Alors dans le chapitre la vidéo et ses consommateurs, on va d'abord parler des statistiques fulgurantes que j'ai pu constater, puis ensuite dans un second temps, on va s'attarder à la façon dont les gens consomment la vidéo en ligne. Actuellement, le monde du digital est en pleine expansion. Aujourd'hui, on peut constater que de plus en plus d'objets numériques sont omniprésents dans les foyers. Des études montrent qu'en moyenne, chaque ménage possède entre 6 et 7 objets numériques. Cet accroissement des écrans a donné naissance à une métamorphose des usages des médias. Depuis 10 ans, nous sommes témoins d'une révolution numérique extrêmement puissante. Cela a impliqué une montée en croissance de 20% du temps passé à consulter de multiples médias. En effet, entre les divers supports numériques, on voit clairement la croissance fulgurante du smartphone car 8 foyers sur 10 en possèdent. On constate également que de plus en plus de ménages disposent simultanément d'un ordinateur, d'une tablette, d'un téléviseur ainsi qu'un smartphone. Aujourd'hui, la vidéo est devenue virale. En effet, 10 milliards de vidéos sont visionnées chaque mois sur des sites internet par des personnes. Concernant cette donnée, on peut prétendre que 4 sur 5 vidéos sont visionnées via un écran mobile. Selon le directeur du département internet de médiamétrie, Bertrand Krug, la vidéo crée de l'engagement et ce, auprès de toutes les cibles. Aujourd'hui, on observe une diversité des types de contenus, des durées, ainsi que des acteurs qui les diffusent. La vidéo n'est plus cantonnée aux acteurs spécialisés et le développement du format vertical entraîne l'émergence de nouvelles écritures vidéo. La vidéo est donc devenue un format prioritaire pour nombre d'éditeurs qui ont désormais besoin de valoriser les audiences qu'elles génèrent et de bénéficier d'un standard sur mesure. Voici à présent quelques statistiques afin de prendre conscience de la montée en croissance du mode de consommation des vidéos. Pour la partie réseaux sociaux, communauté et engagement, j'aimerais d'abord définir ce que c'est l'engagement. Il permet de mesurer le nombre d'interactions sur une publication, telles que les likes, le commentaire, le partage, par rapport au nombre d'abonnés que la page possède. J'ai vraiment pas de barrière où on est gentil, faut qu'on soit friendly, tralala. J'entretiens un rapport avec ma communauté qui est celui que j'entretiendrai avec mes potes, sauf que ces gens-là, je les connais pas. Et le jour où les gens me voient dans la rue et tout, ils sont en mode, ils peuvent avoir l'impression de me connaître. Ah ouais. En vrai, je suis moi, tu vois. Et en même temps, ça m'a aussi permis d'être vraiment comme ça et de pas avoir de filtre un peu gentil pour faire plaisir à tout le monde, consensuel. Ça me permet aussi d'avoir des discussions ultra intéressantes et de m'enrichir aussi énormément personnellement. Parce que je tombe très souvent avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. Et j'ai un truc que moi j'aime beaucoup faire, c'est prendre le temps de parler avec les gens via les messages et tout. Les réseaux sociaux, comme vous avez pu le constater, sont extrêmement utilisés comme amplificateurs. Plus de 44% des internautes regardent des vidéos en ligne presque tous les jours. Ce chiffre est amené à augmenter avec l'engouement des réseaux sociaux, comme par exemple TikTok. Voici maintenant quelques statistiques sur la consommation des réseaux sociaux. Pour vous présenter cette partie, j'aimerais commencer par quelques statistiques selon les réseaux sociaux présentés. Puis dans un second temps, je vous parlerai de plus en détail de l'engagement, la communauté et ce que le réseau suscite. Pour la fréquence des activités sur Facebook de la part des utilisateurs, je vous ai mis les points essentiels que j'ai retenus dans mes recherches. D'après des études, on sait que le consommateur type de Facebook consomme les vidéos via un smartphone. Dans 80% des cas, le son y est désactivé et il rajoute aussi les sous-titres. À savoir que Facebook a été le premier réseau social à mettre en lecture automatique ses vidéos. Par la suite, ses concurrents en ont emparé. Concernant son algorithme, Facebook aura plus tendance à montrer les vidéos qu'on aurait plus facilement envie de repartager. Enfin, dernier point sur l'algorithme de la plateforme, elle est très dépendante des proches de l'utilisateur. En effet, Facebook priorise des interactions sociales entre les amis et la famille. Sur Facebook, il est primordial que la vidéo soit aussi partagée de façon organique. YouTube a segmenté dans son ouvrage qui s'intitule YouTube Creator Playbook for Brain 3 types de contenus différents. Tout d'abord, commencer par le hero content. Selon Google, le hero content sont destinés à être découverts et à toucher un très large public. Ils permettent de se procurer une exposition puissante et virale afin d'augmenter l'audience de la marque. Le contenu sera donc plutôt narratif et émotionnel pour répondre aux attentes des internautes. Les contenus héros constituent avec les contenus hygiène les deux vestibules afin de fidéliser et d'engager avec le hub content. Passons maintenant à l'hygiène content. L'hygiène content recense les tutoriels et les vidéos how-to. Selon Google, les vidéos dites hygiène sont des contenus constamment actifs
dits de Always On, centrés sur le pull. Elles permettent de gagner du trafic via des recharges informatives dont la marque possède une expertise. Passons maintenant au Hub Content. Le Hub Content constitue le storytelling transmédia, les rendez-vous planifiés avec sa communauté afin qu'ils reviennent, ou encore d'étendre sa communauté sur les réseaux sociaux. Selon Google, le Hub Content constitue les contenus réguliers et planifiés qui procurent les raisons de s'abonner à la chaîne et de réitérer l'expérience en y revenant. Le meilleur exemple reste tout de même les youtubeurs, grâce à leur série. Pour une marque, le Hub Content doit permettre d'influencer et ainsi de faire grandir les membres les plus actifs de la communauté afin qu'ils deviennent ambassadeurs. Malgré que cela soit compliqué pour une marque de réaliser du Hub Content, il doit garantir l'optimisation du ROI et des investissements effectués grâce aux vidéos héros et hygiène. Donc en englobant le content Hub, héros et hygiène, les marques peuvent bien structurer leur stratégie de création de contenu. De plus, elles peuvent également proposer une offre qui sera cohérente avec les attentes et leurs cibles. Enfin, elles pourront facilement se mettre à la place en termes d'inbound marketing des youtubeurs mais aussi des publicitaires. Ensuite, nous savons que l'algorithme de YouTube donne la portée grâce au watch time, donc au temps passé à regarder une vidéo, mais également au Hub Content. Charles, en gros, il a une vidéo qui parle du stress post-traumatique chez les soldats, qui est sortie il y a 2 ans, qui faisait 20 000 vues. Et là, la semaine dernière, tu sais pas pourquoi, elle a fait 180 000 vues. Elle est montée à 200 000 et bingo bam, on n'a aucune idée de pourquoi, il n'y a aucune raison en particulière. YouTube est désormais une plateforme où on y retrouve tout ce que l'on souhaite visionner. On va donc passer maintenant à Instagram. Avec sa fulgurante montée en croissance, Instagram assure sa place en tant que réseau social préféré des influenceurs et des marques. Grâce à la géolocalisation, les hashtags, les stories, les IGTV, etc., les utilisateurs peuvent avoir une expérience optimisée et ainsi s'exprimer via des publications ou des posts vidéo. Pour une marque, cela permet forcément d'accroître sa découverte auprès des utilisateurs. Il est obligatoire pour elle de réaliser des contenus spécialisés pour Instagram. En définitive, plus une publication procure de l'engagement, plus cette dernière est mise en avant par la plateforme. Les lives sont quant à eux l'élément phare des marques, notamment lors du confinement. En effet, les entreprises peuvent diffuser en direct un événement pour répondre sous forme de FAQ ou alors réaliser des tests de produits, etc. Engendrer ce type de contenu permet donc au spectateur de se sentir acteur à son tour. Le viewer pourra également interagir en direct avec le live qu'il suit. Et je vais donc maintenant vous parler de TikTok. TikTok est à lui tout seul un logiciel de montage via son smartphone. Afin que vous compreniez bien l'ampleur de ce réseau, retenez simplement qu'il a fallu à Instagram 6 ans afin d'obtenir le même taux d'utilisateurs actifs que TikTok, qui quant à lui l'a obtenu et dépassé en 3 ans. Concernant Twitter, voici quelques chiffres que j'aimerais aborder avec vous. Twitter est le réseau social le plus atypique en termes d'interaction. En effet, ce réseau social permet de connaître en direct toutes les actualités dans l'onglet Tendance. Mais aussi, Twitter trouve son originalité dans les interactions entre les utilisateurs. Passons maintenant à LinkedIn. LinkedIn peut aussi publier des vidéos de maximum 10 minutes avec complément de fichiers et de sous-titres. Néanmoins, LinkedIn se prête plus à des vidéos dites institutionnelles pour informer ses professionnels. Enfin, du côté de Snapchat, bien que Snapchat s'est vu détrôné par d'autres réseaux sociaux, l'application reste tout de même très utilisée par les jeunes. Grâce à ces filtres, ce réseau a pu profiter d'un nouveau jour auprès de sa cible. Beaucoup de marques établissent désormais des budgets pour les influenceurs afin de promouvoir leurs produits ou leurs services. N'oublions pas aussi le fait qu'il peut être plus judicieux de choisir ce schéma car une marque n'aura pas à se soucier de faire elle-même une vidéo si se fait partenariat. Enfin, elle pourra donc bénéficier de la portée de la communauté de l'influenceur, cette dernière étant bien plus impactante que la leur. En gros, il y a 3 options. La première, c'est t'as pas d'agent, t'as pas d'agence, t'as rien du tout, et juste t'as des marques qui, à partir du moment où tu commences à avoir un petit peu de notoriété, qui vont trouver ton mail et qui vont te démarcher, qui parlent de tel jeu mobile, de tel machin, de tel truc. Tu prends pas, c'est quoi tes tarots, c'est quoi tes machins. Et après, tu as 2 autres options qui sont avoir un agent ou passer par des agences. Avoir un agent, c'est le cas par exemple de Léo Duff, qui est un bon copain. Lui, il a un mec qui s'occupe de ça et qui va aller chercher des contrats pour lui, qui va les négocier, etc. Donc lui, il s'en occupe pas. Juste, son agent lui propose toutes les semaines des partenariats et lui dit oui, non. Ou alors il lui dit oui, mais il faut renégocier le prix, non, si, machin, etc. Et la 3e option qui, moi, est la mienne, que j'utilise le plus souvent, c'est via des agences. En gros, il y a des agences surtout parisiennes, comme Reach, comme Influence for You. Et donc ça, c'est des agences qui sont spécialisées dans le marketing digital, en gros, et l'influence. Et ce qu'ils s'amusent à faire, eux, c'est qu'ils ont un catalogue d'influenceurs avec lesquels ils bossent, et ils invitent les marques à venir travailler avec eux. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tu as Renault qui veut parler de son dernier véhicule, ils vont passer via ces agences-là. Ils vont dire, voilà, moi, j'ai ce véhicule-là dont je veux parler sur les réseaux sociaux, j'ai tant de budget. Et après, c'est l'agence qui va se démerder pour aller chercher des influenceurs qui correspondent, s'occuper de gérer les statistiques, s'occuper de gérer tout le projet, etc. En gros, tu as des mecs qui vont avoir 50 000 abonnés et qui vont rouler sur l'or parce qu'ils négocient tout trop bien. Et tu en as d'autres qui ont 1 million et qui rament comme c'est pas permis. En fait, tu n'as aucun vrai juste milieu.
Moi, mes prix, par exemple, la vidéo, c'est grand minimum 4 000 et le maximum que j'ai facturé, c'est 11 000. Donc, même moi, à mon cas où je suis à 200 et quelques mille abonnés, 240, 250, comme ça, j'ai des sauts où j'ai une fourchette de 6 000 euros, tu vois. Donc, imagine les mecs comme Cyril qui, eux, vont se taper des fourchettes de 10 000 euros d'écart, tu vois. Donc, en fait, il y a vraiment aucun bon exemple. J'aimerais à présent vous parler de la publicité. Historiquement, le mot publicité a vu le jour dans les années 1630. Aujourd'hui, la publicité est partout sans que l'on ne s'en rende forcément compte. Malgré des recherches, je n'ai pas pu quantifier le nombre de publicités vues par jour. L'association anti-pub RAP, Résistance à l'agression publicitaire, dit que la mesure de l'expansion quotidienne des personnes à la variété des messages publicitaires n'a jusqu'à aujourd'hui été l'objet d'aucune étude académique indépendante. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2016, selon PageFair, plus de 600 millions d'appareils connectés utilisaient des bloqueurs de publicité. Quand les utilisateurs n'ont pas recours aux bloqueurs de publicité, quand ils y sont trop exposés, on appelle cela le phénomène de blindness. La publicité en général a évolué vers des pratiques vénales. Cependant, il faut souligner le fait que grâce à la publicité, d'énormes innovations ont vu le jour. Selon Howard Gossage, les gens ne lisent pas les publicités, ils lisent ce qui les intéresse et il s'agit parfois d'une publicité. Sur les différents formats publicitaires, je ne parlerai pas des prix selon le réseau social, car tout simplement, il y a beaucoup de variables à prendre en compte, telles que l'audience choisie ou encore la diffusion. Nous allons voir à présent les différents types de publicités qui existent actuellement sur le média vidéo. Un des plus connus en termes de vidéos en ligne sont les pré-rolls, mid-rolls et post-rolls publicitaires. Ces publicités sont diffusées sous format vidéo avant, pendant ou après la vidéo en ligne. Ce format est intéressant car il permet aux marques d'avoir toute l'attention du spectateur. Néanmoins, la vidéo doit être dans les premières secondes pertinentes car l'internaute a le choix de skipper ou en français ignorer la publicité au bout de quelques secondes de visionnage. Il y a également des publicités qu'on ne peut pas passer, on les appelle alors des publicités unskippable. Pour prendre l'exemple de YouTube, pour les formats skippable, la plateforme facture à l'entreprise que si cette dernière est vue au moins 30 secondes. En 2020, 8 Français sur 10 jugent que les pré-rolls publicitaires avant les vidéos en ligne sont trop longs. Et du coup, le YouTuber, pareil, la thune qu'il va toucher, c'est juste plus des pré-rolls vont être diffusés avant ces vidéos, plus il va toucher de thunes. La seule différence, ça va aussi être en fonction des périodes de l'année. Par exemple, à Noël, les pré-rolls valent beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de marques qui se ramènent pour diffuser à ce moment-là. Non, ça, en termes d'engagement, en tout cas purement en termes d'engagement, c'est beaucoup plus intéressant de bosser avec un créateur. Nous, on n'a pas ça. Par exemple, on a démonétisé nos vidéos à Gameloft. Nous, on fait notre business ailleurs, en fait. Nous, on vend des interstitiels. Donc, quand tu vas dans le jeu et que tu te balades, en fonction de ton profil, tu peux avoir des pubs qui s'affichent. Ouais. Tu vois ? Et nous, on vend ces espaces publicitaires à des boîtes. Pour les lives, on parlera de publicité in-stream. C'est un contenu publicitaire sous format vidéo qui est placé avant, pendant ou après le live d'un streamer. Par exemple, on en retrouve sur Twitch qui est un service de streaming. L'annonceur ne choisit pas la vidéo où il veut apparaître. C'est-à-dire que YouTube demande à l'annonceur la cible qu'il souhaite toucher et c'est ensuite la plateforme qui dispatche les annonceurs sur les vidéos de YouTube. Dans un autre temps, des appels à l'action ou companion ads peuvent être ajoutés dans divers encarts publicitaires sur les sites internet ou plateformes. En effet, l'annonce sera sous format de bannière textuelle. La répartition visuelle du stimulus publicitaire rend la combinaison pré-roll plus companion ads particulièrement impactante. Et ce, même si la vidéo est skippable. La publicité dite toaster consiste à s'afficher en pop-up en superposition à une vidéo. Par contre, ce format est à double tranchant car il interrompt l'internaute dans sa lecture de sa vidéo et le redirige vers la publicité en question. La publicité native advertising permet aux marques de créer une vidéo en rapport avec leurs produits ou leurs services. L'internaute aura alors le choix de cliquer sur la vidéo ou non. Enfin, l'un des plus connus est le partenariat avec des youtubeurs créateurs de contenu vidéo. Toutefois, un spectateur doit être exposé à un service ou un produit au minimum 5 fois avant de passer l'acte d'achat. Dans le livre Marketing Vidéo, d'après le témoignage de Guillaume Potion, responsable marketing chez Renault Shield, si le spectateur nous revoit ensuite sur Facebook, Instagram et encore sur YouTube, les chances qu'il achète augmentent de façon assez considérable. Même si les gens viennent sur notre site sans acheter après avoir vu notre vidéo sur YouTube, il est bénéfique puisqu'on pourra ensuite les recibler. On va rester dans le même format car on va parler des types de publicités sur les réseaux sociaux. On va commencer avec LinkedIn qui ont deux types de publicités. Les vidéos ads, ça c'est un type de contenu qui est diffusé sur le fil d'actualité. Mais aussi nous avons le carrousel. Le carrousel qui quant à lui permet en une seule publicité de diffuser des vidéos, liens, titres ou boutons call to action. J'aimerais vous parler de Facebook.
Sur ce réseau social, il y a 8 publicités disponibles pour les marques. Tout d'abord, le diaporama. Cette publicité consiste à ajouter des photos et du texte en les diffusant sous format vidéo ou en diaporama. On retrouve en deuxième position les stories. Donc, dans ces stories, il y a 3 types, les immersives, les authentiques et les inclusives. On retrouve par la suite le carrousel. Vient par la suite les publications collections. Dans ces collections, il en existe 4 sortes. Tout d'abord, la vitrine instantanée. Ensuite, la publicité collection instant lookbook. Acquisition de clients instantanés permet une augmentation du taux de conversion sur le site internet de la marque. Enfin, instant storytelling. Pour les publicités jouables, cela consiste à présenter l'application via une vidéo de présentation. L'icône manette apparaîtra sur la publicité. En 6, format instant expérience. Ce format publicitaire permet d'immerger votre audience dans une seule publicité au format mobile plein écran. En 7, la vidéo premium. Et enfin, la 8e, les Spark AR Studio. Ils permettent à l'internaute d'essayer via un filtre le produit sur lui. Parlons à présent de Messenger qui est en lien avec Facebook. Il y a 2 types de publicités. Le carrousel comme on l'a vu, autre publicité, les publicités dans la boîte de réception Messenger. J'aimerais à présent vous parler de Instagram. Nous retrouvons aussi sur cette plateforme différents types de publicités. Sur Instagram, nous retrouvons aussi les publicités collections. Elles consistent en une vitrine instantanée, donc avec une vidéo principale avec quelques produits associés. Enfin, nous retrouvons les publicités dans Explorer. C'est dans l'onglet qui permet la découverte d'autres centres d'intérêt ou de nouveaux comptes à suivre. À propos de Twitter, nous retrouvons différents types de publicités. Tout d'abord, la vidéo in-stream est très utilisée pour communiquer avec sa cible via des pré-rolls affichés dans le flux d'actualité. Nous avons la vidéo sponsorisée. Ensuite, nous retrouvons les cartes de site web. Ce sont des vidéos qui permettent à la marque de partager le contenu de son choix qui guide la cible vers une landing page de l'entreprise. Nous retrouvons la carte d'application vidéo. C'est une publication qui est sponsorisée qui permet à l'audience de la marque de pouvoir découvrir une application. Elles peuvent être illustrées via un média vidéo, photo ou autre. De plus, ce type de publicité génère de l'engagement ainsi que des installations. Enfin, nous retrouvons la carte Messenger privée Twitter. Cette carte permet d'attirer votre cible vers une expérience personnalisée via les messages privés de Twitter. Du côté de Snapchat, on retrouve 7 publicités différentes. Le géofiltre sponsorisé. Lorsqu'un utilisateur active sa géolocalisation dans l'application, la marque peut connaître son emplacement et alors elle invite l'utilisateur à utiliser son filtre. Ensuite, le partenariat avec Snapchat. Enfin, les lenses sponsorisées. L'objectif est de créer un filtre pour jouer et interagir avec l'utilisateur. Sur TikTok, nous avons différents types de publicités. On retrouve le campaign Hater. C'est un contenu vidéo qui est in-feed. Celui-ci permet de rediriger l'utilisateur vers une application ou un site internet. Ensuite, le Fanbase Booster. Cette publicité consiste à orienter l'utilisateur vers une page TikTok de la marque pour agrandir son compte, comme le trafic ou le nombre de followers. Ensuite, le Splash Page, c'est une publicité qui consiste à diffuser une vidéo de 3 à 5 secondes lorsque l'utilisateur ouvre l'application. Enfin, on retrouve le hashtag Challenge. Il consiste à faire la promotion d'un hashtag pendant 6 jours afin d'inciter les utilisateurs de l'application à l'utiliser dans leur création. Enfin, cette transformation des habitudes et des comportements médiatiques a engendré de façon naturelle de nouveaux formats publicitaires. Ces publicités permettent aux marques de générer du trafic sur leurs réseaux sociaux ou sites internet, mais également d'augmenter la conversion en vente. Les internautes sont sans cesse stimulés par les marques afin qu'ils achètent un produit ou un service. Néanmoins, plus les avancées publicitaires grandissent, plus les marques tendent à des publicités moins agressives, plus subtiles pour les internautes. Depuis le XXe siècle, nous connaissons le marketing moderne. Mais aujourd'hui, les marques sont de plus en plus axées sur l'incitation d'achat auprès des consommateurs. La méthode AIDA a donc vu le jour. Celle-ci consiste à organiser méthodiquement le premier pas vers un consommateur. Pour qu'un consommateur parvienne à l'achat, la marque doit sans cesse éduquer et montrer la voie à son consommateur afin qu'il achète le produit. Actuellement, la méthode AIDA est plus utilisée que jamais dans le monde de la communication, mais aussi dans les nouveaux modes de publicité comme vu juste avant. Prenons l'exemple des créateurs de contenu vidéo. À la fin de leur vidéo, ils incitent les internautes à s'abonner, à liker, à commenter, à cliquer sur la cloche afin qu'ils soient avertis dès qu'une vidéo sort. Mais aussi à cliquer sur une autre vidéo présente dans un encart consacré ou encore à être redirigé vers les i informatifs. Avec tout ce que nous venons de voir dans le chapitre 2, la vidéo et ses consommateurs, on peut se rendre compte que les avancées technologiques, que ce soit au niveau des objets connectés, les applications ou autres, sont devenues tellement plus accessibles en termes de tarifs auprès du grand public. Désormais, les ménages possèdent plusieurs objets ou
services numériques, qui les digitalisent, mais également qui les amènent vers de nouveaux modes de consommation. Mais aussi, les réseaux sociaux sont devenus de nouvelles plateformes publicitaires pour les entreprises grâce à la population présente sur ces derniers. De plus, grâce aux internautes et aux influenceurs qui génèrent des communautés et de l'engagement, les marques doivent prendre le pli afin de pouvoir obtenir plus de visibilité grâce aux publicités et donc plus de ventes. Enfin, les entreprises ont tout un intérêt à générer de la vidéo afin de fidéliser le plus de consommateurs possible en gardant un lien de proximité avec eux. Dans le chapitre 3, le futur de la vidéo, j'aimerais aborder avec vous la vidéo dans une stratégie de communication. Actuellement, dès qu'un nouveau produit ou service voit le jour, les marques établissent minutieusement une communication pertinente autour de celle-ci. Comme on l'a vu précédemment dans le chapitre 3 sur le point des publicités, il faut donc diversifier sa communication afin de pouvoir obtenir de la visibilité. La vidéo a tellement pris de l'ampleur qu'il est nécessaire de s'en servir dans sa stratégie de communication. Oui, bien sûr, il y a plein de marques qui l'ont toujours fait. Tu peux très bien promouvoir tout ce que tu veux via uniquement des flyers, via uniquement des pubs sur Internet en forme d'image, sur des pubs dans Vogue, les magazines que tu veux, évidemment, c'est complètement possible. Mais ça serait quand même se priver d'un vecteur de communication qui est en train d'exploser, qui fonctionne très bien, qui est concrètement ce qui consomme la grosse partie de la bande passante d'Internet, et il y a des raisons. Enfin, je veux dire, non, ça serait se priver d'un canal titanesque et d'un format super efficace quand il s'agit de communiquer. C'est possible, mais c'est pas intelligent, quoi. Pour construire une stratégie de contenu, il ne faut pas se précipiter. Pour une vidéo, il est généralement opportun de suivre ces indicateurs pour mesurer l'efficacité de celle-ci. Nous avons vu qu'il était primordial d'apporter du contenu qui saura intéresser une marque. Mais il faut également multiplier ses réseaux sociaux en adaptant son contenu à chaque réseau social concerné. Si la marque ne procède pas comme cela, elle sera malheureusement dépendante d'une seule et unique plateforme. J'aimerais à présent faire une petite aparté sur l'organisation. Donc avant la création d'une vidéo, il est nécessaire de se poser des questions afin de ne pas faire du hors-sujet par rapport à l'objectif souhaité. En fait, il faut tout simplement se mettre à la place des internautes qui verront la vidéo. Pour créer la vidéo dans une stratégie de communication au sein d'une marque, il faut créer des espaces dédiés au marketing vidéo, c'est-à-dire embaucher plusieurs types de profils. Par exemple, des spécialistes de la création du contenu vidéo, donc que ce soit des monteurs, des cadreurs, mais aussi des spécialistes par exemple dans le marketing digital et dans la communication. Par contre, si toutefois la marque ne souhaite pas créer sa vidéo, elle peut très bien la sous-traiter en faisant appel à une agence qui est spécialisée dans la vidéo. Bien évidemment, il sera obligatoire de fournir à l'agence quelques éléments, comme par exemple le cahier des charges, un brief ou encore des contraintes. Voici, d'après le livre qui s'intitule Marketing vidéo, quelques notions du prix d'une vidéo complète sous-traitée. Par exemple, on va dire que c'est un teaser. Pour le côté production, par exemple, ça peut aller de 1 700 € jusqu'à plus de 5 000 € s'il y a par exemple des extras ou des effets spéciaux, etc. Pour la rédaction du script qui prend environ une demi-journée, c'est environ 250 €. Pour le tournage de une journée, 1 000 € et le montage une journée également, 500 €. Bien sûr, ces prix restent variables en fonction du choix de la vidéo, de ce que la marque souhaite faire, etc. Ou alors, si la marque ne souhaite pas collaborer avec une agence, elle peut très bien le faire via un freelance. J'aimerais à présent vous parler des différents types de contenus et leurs impacts. Donc je vais commencer par le premier, les témoignages, un contenu qui crédibilise. Que ce soit les clients ou les partenaires de la marque, leurs témoignages vont permettre d'appuyer les vidéos précédentes, mais également de crédibiliser la marque et ce qu'elle met en avant comme propos. Ensuite, les interviews d'experts, donc la confiance dans le diagnostic expert. Mettre en avant un spécialiste est toujours bon pour la marque. En effet, l'internaute fait confiance au diagnostic de l'expert. Par exemple, la marque coréenne Herborian a entrepris des masterclass avec l'ambassadrice Mon Blog de Filles, qui est une influenceuse beauté, et la directrice de développement produit de la marque. Les coulisses de l'entreprise, le backstage, la transparence, le gage de sérénité. Ces vidéos permettent d'être envers les clients transparents à 100% sur le fonctionnement de l'entreprise. L'objectif est de renforcer la proximité chez les utilisateurs de la marque. Le petit point bonus, c'est que si l'entreprise investit en R&D et qu'elle possède du matériel ou diverses technologies intéressantes, c'est le moment de les montrer au grand public. Les événements institutionnels, l'entreprise dynamique est actuelle. En effet, les événements comme les inaugurations, les conférences, les visites ou encore les lancements de produits prônent de belles envies chez les utilisateurs. Les tutoriels, l'entreprise qui se soucie de ses consommateurs. La meilleure façon de rendre accessibles des tutoriels sont de les faire sous format vidéo. En créant ce genre de vidéo, la marque rend service aux consommateurs qui sont déjà friands de cela. Le magazine vidéo, le mélange varié d'informations. Le but ultime d'un magazine vidéo est d'informer et d'enseigner pédagogiquement les consommateurs. Ce format est très ressemblant d'un reportage télévisé avec des interviews, des images sur le terrain ou encore des graphiques explicatifs. Le clip, capter l'internaute. Pour une marque, le clip est nécessaire à la présentation d'activités, de produits ou de services. La vidéo est une vraie avancée en termes de communication. Il serait dommage pour une entreprise de ne pas en bénéficier.
Par exemple, l'ajout d'une vidéo sur un site internet ou sur la plateforme YouTube favorise le référencement naturel, ces derniers étant indexés par Google. De même que si la marque poste une vidéo ou génère de la publicité vidéo sur différentes plateformes, l'internaute peut alors cliquer sur le lien du contenu vidéo. Il arrive alors sur la page d'atterrissage ou landing page. Cette page n'est pas en lien avec l'arborescence du site internet, cependant elle génère la source de trafic de l'internaute. À ne pas oublier sur YouTube qu'il est essentiel d'optimiser les métadonnées de la vidéo, donc c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au titre, à la description ou encore les tags. Mais sur le site internet de l'entreprise, il est possible de soumettre un fichier sitemap vidéo à Google Search Console, afin que Google détermine si la marque possède une vidéo. Donc compléter la communication avec des vidéos rend celle-ci plus vivante, plus attractive, plus virale. La vidéo permet aussi d'animer la communauté de la marque sur les réseaux sociaux en favorisant une relation de proximité. Enfin, la vidéo est le meilleur moyen pour innover dans la communication et permet également de booster le référencement SEO de la marque. Donc, d'un point de vue purement contenu, la vidéo c'est vraiment ultra intéressant et bien foutu si tu veux de proposer un message, si tu veux faire comprendre une intention, si tu veux vendre un produit. Et après, d'un point de vue créateur de contenu vidéo, donc là, on va retaper dans tout ce qui est youtubeur, etc. Il y a un truc qui est très intéressant avec la manière dont les youtubeurs ont évolué et les placements de produits ont évolué, c'est qu'en fait, il y a une statistique, je ne sais plus d'où elle sort, mais en gros, le truc qui fait le plus vendre aujourd'hui sur Internet, c'est les avis des autres. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas voir, j'en sais rien, un frigo, avant de te dire putain je vais acheter ce frigo, tu vas d'abord aller lire ce qu'ont dit les autres ou si jamais il n'y a pas une vidéo qui a traîné sur YouTube qui en parlait. Et en fait ça se range dans ce qu'on appelle le conseil des pairs. Bref, en gros c'est quelqu'un qui n'a pas pour but de te vendre le produit en tant que tel, qui juste donne son avis dessus. Et en gros de plus en plus les youtubeurs ont eu ce rôle de ton pote qui te conseille sur un produit et du coup ça a fait que l'engagement et le taux de conversion des partenariats comme ils peuvent être faits via des youtubeurs est colossal par rapport à une campagne de pub classique. Parce que ben voilà, les youtubeurs ont un peu cette image de hey, on est alors que non, hein, mais ouais, on est ton pote, on te connaît, etc. Tu peux nous faire confiance, tralalou. Depuis une dizaine d'années, la vidéo n'a fait que croître et a explosé. On la voit partout, mais nous nous sommes tous déjà demandé comment ça allait se renouveler et comment serait le futur. Parmi mes nombreuses recherches, je vais vous en présenter quelques-unes. Commençons par la réalité virtuelle. Cette technologie est à son commencement malgré qu'elle soit depuis longtemps évoquée. Pour autant, elle s'est bien installée dans le monde du jeu vidéo, du secteur militaire, de l'immobilier ou encore de la médecine. Mais avant ça, reprenons les bases. Qu'est-ce que la réalité virtuelle ? Cette technologie simule à un utilisateur un environnement artificiel avec lequel il peut interagir. Le moyen le plus courant d'utiliser la VR est avec un casque ainsi que des contrôleurs au niveau des mains. On peut facilement se questionner sur le demain de cette innovation. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle est multi-usage. On peut s'en servir dans plein de secteurs d'activité différents, comme le sport, le cinéma, les attractions, l'ameublement, les reconstitutions historiques, la formation professionnelle, etc. Nous sommes clairement au début de cette technologie. La réalité augmentée n'est pas à confondre avec la réalité virtuelle. En effet, ce qui les différencie, c'est que la réalité augmentée ajoute des éléments à son environnement réel. L'utilisateur peut également interagir avec son environnement et ceux qui l'entourent. Comme la VR, la réalité augmentée est une idéologie créée il y a bien longtemps. Elle est aussi utilisée par de nombreux secteurs d'activité et de nombreuses entreprises telles que la NASA, par l'armée, l'industrie ou encore l'immobilier. Mais contrairement à la VR, la réalité augmentée peut s'utiliser via un téléphone ou une tablette. À l'avenir, on tend vers des vidéos multisensorielles. En effet, peut-être que dans quelques années, les utilisateurs de vidéos en ligne pourront, depuis leur canapé, peut-être sentir ou goûter à l'aide par exemple de patchs posés sur le corps ou encore de nez artificiels. Cependant, il existe déjà des salles à immersion intensive. Ensuite, pour les objets connectés, je vous ai fait une petite sélection de plusieurs choses que j'ai vues parce que de plus en plus d'objets connectés émergent. Par exemple, une entreprise californienne a développé des lentilles connectées qui permettent de pouvoir voir dans le noir. Équipées d'un écran d'affichage intégré en micro-LED, cette avancée permet de visualiser des informations ainsi que de détecter des objets. Même si ces lunettes sont destinées premièrement à l'usage des malvoyants, cette technologie pourrait par la suite être commercialisée auprès du grand public. J'ai choisi aussi les miroirs, parce que maintenant, grâce aux miroirs, on peut par exemple visionner grâce à la réalité augmentée un vêtement sur nous, mais pour le miroir dans la salle de bain, il pourrait nous permettre de visionner un tutoriel beauté afin de suivre en direct avec la personne. On va parler à présent d'hologrammes. J'ai reçu énormément de réponses sur le questionnaire par rapport aux hologrammes. Donc selon les projets artistiques comme la musique, la danse ou le cinéma ou encore la mode, l'hologramme s'est développé. Peut-être que le futur de la vidéo sera de poser son téléphone et que la vidéo sera en lecture sous format hologramme.
Parlons à présent du Chromecast. Le Chromecast, c'est quoi? C'est tout simplement un objet connecté qui permet de diffuser depuis son smartphone ou sa tablette un contenu disponible sur des plateformes de streaming. Donc par exemple, on peut le faire avec Netflix, avec Canal+, avec YouTube, avec Amazon Prime, Molotov et plein d'autres. Il est généralement intégré directement sur les Smart TV. Après avoir parlé plutôt des technologies dites bienveillantes envers les consommateurs, on va parler maintenant de deepfake. Donc malgré toutes les innovations technologiques citées précédemment, elles sont plutôt positives, malgré bien évidemment des points négatifs, notamment sur l'écologie, etc. J'aimerais vous parler du deepfake. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça, mais si vous ne savez pas, je vous laisse écouter ça. Like Jordan Peele. This is a dangerous time. Donc qu'est-ce que c'est? Le deepfake, c'est une vidéo généralement aux intentions malveillantes, produite ou modifiée par la technologie de l'IA. Cette technologie de synthèse d'images sert donc à superposer des fichiers existants audio et vidéo sur d'autres vidéos. En effet, comme je vous le disais, il y a une énorme malveillance car elles sont utilisées soit pour des infox, des canulars ou encore créer des images pornographiques de personnes à leurs insus. Surtout qu'aujourd'hui, avec un logiciel, n'importe qui peut créer un deepfake vraiment simplement. Avec l'évolution des innovations, il est primordial de rester vigilant face à n'importe quel type de contenu, mais surtout aussi à faire attention à sa propre identité. L'innovation ne fait que grandir dans le monde de la vidéo, mais également elle est devenue le contenu préféré des internautes. Quel que soit le sujet, tout le monde y trouve son compte. Et déjà que c'est ce qui bouffe la majorité de la bande passante d'Internet, ça va juste continuer à aller dans ce sens-là. Donc ça, il n'y a aucun doute sur le fait que la vidéo, c'est vraiment loin d'être terminé. Maintenant, comment les formats vont évoluer, comment en soi elle va se diviser sur Internet, je trouve ça vachement intéressant. En fait, je pense qu'il va y avoir autant de vidéos que de messages à faire passer, ou en tout cas d'intentions. Donc en fait, la vidéo va juste être partout, va être de plein de formes différentes, et les codes voilà, faut que ça soit horizontal, faut qu'il y ait de la musique, faut que ça dure tant de temps, vont être brisés. Et en fait, il va y avoir de moins en moins de règles. Et du coup tout le monde va pouvoir s'amuser différemment, donc tu vas avoir plein de formes de vidéos différentes, plein d'intentions de vidéos différentes, mais la vidéo sera toujours là, elle sera de plus en plus nombreuse et partout. Pour moi, la vidéo, elle est là pour rester, elle va continuer, mais peut-être qu'elle évoluera vers des supports comme ça où la vidéo elle passera devant toi, mais t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est vraiment en train de te parler, quoi. Plusieurs innovations ont vu le jour. Premièrement, nous avons commencé par les vidéos d'expérience 360 degrés. Ce format est généralement apprécié des films car il permet de faire la promotion d'un film afin que l'internaute vive une expérience exclusive. Je me dois de vous parler des diffusions en direct comme sur la plateforme YouTube, Twitch ou encore Facebook. On peut en voir de plus en plus car ces lives sont authentiques. Selon des études, la diffusion en direct atteindra 13% du trafic vidéo en 2021. Beaucoup d'internautes sont friands de live en les regardant essentiellement vers leur smartphone. Le live Twitch pour le moment, c'est très gaming. C'est très gaming, c'est très gaming. Mais Twitch, je le sais de source sûre, cherche de plus en plus à justement, vas-y le gaming c'est bien, mais viens on se diversifie. Enfin, l'atout majeur des lives, c'est qu'ils génèrent 10 fois plus d'engagement qu'une vidéo lambda. La vidéo responsive, comme je vous en parlais dans les objets connectés, notamment dans les nouvelles générations de smartphones, la vidéo va s'adapter à l'écran. Peut-être verrons-nous des formats carrés avec du texte sur les côtés, etc. En fait, un aménagement différent et plus optimisé. Par la suite, j'aimerais vous parler de la personnalisation. On peut espérer plus de personnalisation par rapport aux algorithmes entre les plateformes et les visionnautes. Mais également, il pourrait être intéressant d'imaginer de la personnalisation sur les écrans et futures innovations. Ensuite, parlons de l'interaction. L'interaction va se rapprocher de la personnalisation dans le sens où il serait possible d'avoir des liens cliquables depuis les vidéos. Par exemple, sur une vidéo beauté, l'internaute pourra cliquer sur la bouche de la personne afin de connaître la référence du produit ou voir l'acheter. Dans un autre registre, plusieurs plateformes de streaming ont lancé leur série interactive. Par exemple, sur Netflix, on peut retrouver la série Black Mirror de l'épisode Bandersnatch qui incite le consommateur à prendre parti dans la série afin de la faire avancer. On peut facilement imaginer qu'il est possible de faire la même chose sur des vidéos en ligne. Et enfin, sujet très important que je n'ai pas abordé dans ce mémoire, c'est l'écologie. En effet, sans grande nouvelle, le monde du digital est un paradoxe écologique. Plus nous consommons de la vidéo, plus l'impact carbone évolue. Dans les années à venir, il est primordial que nous trouvions une solution afin de limiter les dégâts déjà causés. Peut-être qu'une future technologie rendra le renouvellement de la vidéo moins dévastatrice. Pour conclure sur ce chapitre 3, les innovations et le renouvellement de la vidéo, on peut admettre qu'avec toutes ces avancées rapides, le monde du digital est amené à changer et à évoluer. Ce sera donc le cas pour la vidéo en ligne également. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'elle ne fut pas trop longue, malgré toutes mes recherches et mes informations que j'ai pu trouver. Je remercie encore les gens qui m'ont aidé à travers les interviews ou des aides. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné mes vidéos jusqu'au bout et j'espère que je m'en suis pas trop mal sortie.